Bonjour, bonne année et bienvenue dans les 4V, Xavier Bertrand. Bonjour, bonne année à vous et aussi à l'ensemble des téléspectateurs. Je ne vous demande pas s'il faut que les Britanniques reviennent dans l'Union européenne. Ça pourrait être un sujet ou pas? Je pense que ce que disait Axel de Tarlet est très juste. Ça a calmé quand même beaucoup de ceux qui disaient l'Europe, on peut en sortir, c'est mieux en dehors de l'Europe, c'est pas vrai. S'ils demandaient à revenir, il faudrait leur ouvrir la porte? Je ne le pense pas et surtout il faudrait remettre sur la table, si vraiment les Européens étaient pour, l'ensemble des accords et notamment les fameux accords du Touquet qui aujourd'hui sont mal appliqués. Qui font aussi que tous les jours, on est à deux doigts du drame humain dans la Manche. Mais personne ne bouge. 65 ans, ce n'est pas un totem. Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne à propos de la réforme des retraites. Est-ce qu'elle a raison de faire preuve de souplesse et d'ouvrir la porte, la Première ministre? Elle fait preuve de souplesse en quoi? Les 65 ans, évidemment, elle va pouvoir, ça pourrait être moins peut-être? Déjà, la première des choses, est-ce qu'on a besoin de faire une réforme des retraites? La réponse est oui. Si on vit plus longtemps, il faut accepter de travailler plus longtemps. Sauf qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la retraite. Il y a des salariés qui sont cabossés par le travail. Ceux-là ne pourront pas aller à 64 ans, ils ne vont déjà pas à 62 ans. L'autre question qui se pose, c'est... Ce qui doit être pris en compte dans la réforme. Si on veut que les Français adhèrent à une réforme des retraites, il faut leur expliquer pourquoi c'est nécessaire. Et là, en la matière, le gouvernement mérite une fois de plus, sur matière de retraite, un zéro pointé. Pour la pédagogie, ils ne savent pas faire. On avait le sentiment, avec les vœux du président de la République, que c'était pour financer d'autres choses. Non. Les retraites, ça doit financer les retraites. Ça ne doit pas servir à financer l'éducation, la justice? Non. C'est d'autres enjeux, c'est d'autres financements. Dans un pays où on paye déjà beaucoup d'impôts, on aura certainement l'occasion d'y revenir, tant on a besoin aujourd'hui de rebâtir nos services publics. Mais la retraite, ça finance la retraite et rien d'autre. Donc la Première ministre va parler la semaine prochaine. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, elle l'a dit dans les années et les décennies qui viennent, ça ne servira qu'à financer les retraites. C'était pas si clair le 31 décembre. C'était pas tout à fait la même chose. Voilà, on verra qui a raison, mais en tout cas, pour accepter une réforme des retraites, les retraites financent les retraites, rien d'autre. L'autre sujet, c'est qu'il faut de la justice pour que ce soit accepté, parce que c'est quand même un effort, les retraites. Ça veut dire aussi qu'on va travailler plus longtemps, que son projet de vie va être remis en question. Et si vous voulez de la justice, vous devez penser à ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, à ceux qui sont abîmés par le travail, mais vous devez aussi faire en sorte que maintenant, tout le monde soit régi par les mêmes règles. Les régimes spéciaux, la clause du grand-père, ça veut dire que ce système s'éteindra complètement dans 43 ans. C'est de la justice, ça? C'est par exemple à la SNCF, la clause du grand-père, pour expliquer à nos téléspectateurs. Qui s'applique déjà? Voilà, ils partent à la retraite plus tôt, mais ceux qui sont embauchés aujourd'hui sont au même régime que tout le monde. Voilà, il n'y a plus les... Mais vous dites qu'il faut revenir sur la clause du grand-père? Au même régime que tout le monde, ça veut donc dire que c'est dans 43 ans pour celui qui rentre qu'il sera dans le même régime. Pour la fonction publique, c'est pareil. Donc vous dites qu'il faut revenir sur ces clauses du grand-père? Si on veut de la justice, bien évidemment, il faut que la justice s'applique pour tout. Vous avez aujourd'hui public et privé. Ce ne sont pas les mêmes règles de calcul. On continue avec ces différences. Donc vous voyez, les Français... Finalement, vous êtes sur une ligne plus dure qu'Emmanuel Macron encore. Non, je suis sur une ligne plus juste. Et quel âge, l'âge légal de départ pour vous? Madame Borne doit s'exprimer la semaine prochaine. Avec Nous France, mon mouvement, nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines. J'ai organisé des réunions, des concertations, consultations également de partenaires sociaux. Et je m'exprimerai la semaine prochaine. Je dirai ce que je pense de cette réforme. Vous êtes là, tant qu'à faire, dites-le ce matin. Non. Vous savez exactement ce que propose le gouvernement? Non, mais l'âge légal, pour vous proposer Thomas quoi? Soto, est-ce que vous savez ce que propose le gouvernement? C'est une discussion, 63, 64, 65 voilà, ans. Il y a des concertations qui sont en cours. Ce que je vous dis également... Et vous, c'est 64, 65 ans, c'est quoi? Quand vous avez fait votre réforme il y a quelques années, vous proposiez 64 ans en 2030. Voilà, quand vous étiez ministre en disant qu'il faudrait travailler 2 ans de plus. 2 ans de plus. Il y a différentes façons de voir les choses. Il y a le report de l'âge légal, mais qui pénalise celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Il y a l'allongement de la durée de cotisation, ce que nous avions fait en 2003. J'étais le rapporteur de ce texte. Est-ce que vous êtes pour un report de l'âge légal? Thomas Soto, la semaine prochaine, je m'exprimerai. C'est quand même bizarre, hein? Vous avez les propositions du gouvernement, vous? Peut-être qu'il a besoin d'entendre les vôtres pour pouvoir se déterminer. Écoutez, moi, je vais vous dire, ce que je veux, c'est de la justice. Il y a besoin de responsabilité politique. Parce que les réformes, elles visent à garder en tout cas, il faut une réforme des retraites. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que votre camp politique, les Républicains, les députés, les sénateurs, devront voter cette réforme des retraites? Tout dépend si la justice est au rendez-vous. Si la justice n'est pas au rendez-vous, moi, je ne me vois pas voter un tel texte. Et la justice, encore une fois, c'est penser à ceux qui ont travaillé très jeunes, à ceux qui sont abîmés par le travail, aux femmes, aux indépendants. Mais j'ai aujourd'hui beaucoup de questions. La pension minimum à 1 200 €, c'est pour qui?
Elle l'a dit hier, Elisabeth Borne, a priori, ce n'est pas pour ceux qui touchent déjà la retraite aujourd'hui, c'est pour ceux qui entreront à la retraite à partir de la mise en place. C'est un changement par rapport à ce qui nous avait été dit. C'est Et ce qu'il faut bien comprendre également... Et vous dites quoi là-dessus, pardon, parce qu'il faut aussi que vous me donniez ce que vous pensez. On ne peut pas continuer à avoir des pensions de retraite, minimum vieillesse et autres, qui sont à 900 €. Donc les 85% du SMIC, ça doit être pour tout le monde, les retraités actuels et ceux de demain? On doit l'engager aussi pour les retraités actuels. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'efforts, mais qu'il y a cette justice. Vous voyez, la justice, c'est pas un concept, c'est pas un totem, la justice. On doit lui donner un contenu très précis. Est-ce qu'il faut passer par un référendum? Non, le moment aujourd'hui permet au Parlement d'avoir ce débat, mais à une condition, qu'on n'ait pas le sentiment que ça va déjà se terminer par un 49-3. Il faut très clairement, sur un sujet comme celui-là, qu'on explique encore une fois pourquoi il y a besoin d'une réforme et surtout qu'on ne donne pas le sentiment que c'est parce que le gouvernement veut montrer ses muscles qu'on est obligé de le faire. Est-ce que c'est le moment de cette réforme? Est-ce qu'il y a un front unisyndical déjà qui se dessine, y compris la CFDT qui est plutôt modérée d'ordinaire? Est-ce que c'est le moment de faire cette réforme? Il y a d'autres urgences. Il y a des urgences plus absolues. Le pouvoir d'achat. Est-ce que ce serait une faute politique de faire cette réforme maintenant? Ce serait une faute politique de passer en force. Parce que cette réforme, elle pourrait passer en force. Mais elle laissera des traces terribles dans une société française qui est très fracturée. Aujourd'hui, vous me parliez des urgences les plus absolues. C'est le pouvoir d'achat, l'énergie, l'inflation, et c'est la santé. Voilà les urgences auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus sur l'inflation? Pour les artisans, les PME, les boulangers, qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ce qui est fait? Aujourd'hui, la mesure pour les boulangers, je vous le dis très clairement, elle arrive bien tard et elle n'est pas à la hauteur des enjeux et des besoins. C'est pas assez. C'est pas assez. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'État prenne en charge la totalité de la facture? Faut le même bouclier pour les professionnels que pour les particuliers? Je vais vous dire ce que je demande depuis maintenant plus d'un mois. Un mois. Ce que demande notamment le président des artisans des Hauts-de-France, Laurent Rigaud, depuis maintenant 2 mois. 2 mois. Il dit qu'il faut un système, et je reprends cette proposition, d'un 3/3. L'augmentation de la facture, 1/3 pour l'artisan, 1/3 pour l'État, 1/3 pour l'énergéticien. Les mesures qui ont été prises hier, c'est ça quand même qui est dingue. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% pour l'artisan. Non. Ça va être au maximum entre 20 et 40%. Et les 60%. Aujourd'hui, des boulangers dans la presse, dans les Hauts-de-France, nous disent « quand on peut pas, on peut pas ». Et donc, derrière cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez les boulangers, mais alors les bouchers doivent faire quoi? Ils doivent se faire entendre de quelle façon ils sont confrontés aux mêmes difficultés. Et notamment les artisans qui travaillent avec des machines, les ébénistes. Il faut faire quoi? Ce qui aujourd'hui est terriblement inquiétant, c'est que ce gouvernement ne sait pas anticiper. Et que bien souvent, il donne le sentiment d'être sourd. Des élus, des artisans, des élus comme moi, nous faisons ces propositions depuis des semaines et des semaines. Pas de décision. Et là, il faut que sur un rond-point, il commence à y avoir des gens qui viennent dire ça ne peut pas continuer pour que le gouvernement se réveille. Vous craignez que les boulangers soient les gilets jaunes de 2023? Mais il n'y a pas que les boulangers, les artisans dans leur ensemble. Vous savez, pour les très grandes entreprises, la décision a été prise très rapidement par le ministère de l'économie d'agir. Mais pour les petits, il a fallu attendre des semaines et des semaines. Et ce sont des semaines pendant lesquelles vous avez eu de l'inquiétude, de l'angoisse. Et aujourd'hui, on nous dit que le contrat pourrait être négocié quand la hausse est prohibitive, c'est ça? Mais ça veut dire quoi, prohibitif? Donc là, vous dites pas plus d'1/3 de hausse à encaisser par les artisans. C'est ce que vous proposez. Parce que, attendez, juste un autre exemple. 1 000 € de facture en octobre. La facture de janvier, plus de 12 000 €. Même quand le gouvernement va prendre entre 20 et 40%. Ils ne peuvent pas prendre le reste. Et l'énergéticien, à qui hier on a fait les gros yeux, on les attend, soyons sérieux. Ça fait des semaines et des semaines que la situation est sur la table. Ce gouvernement doit maintenant écouter, entendre. Vous dites que le gouvernement ne vous écoute pas? Vous ne voulez pas les aider sur la retraite et nous dire à quel âge vous voulez mettre l'âge légal? Non, Thomas Soto, c'est un sujet suffisamment sérieux pour que je ne change pas de position. J'attendrai vous allez très clairement dire quand ça sera annoncé par le gouvernement d'avoir les propositions du gouvernement et je dirais, à mon sens, le travail que je fais avec mon mouvement Nous France, exactement quelles sont les conditions pour qu'elle puisse être réussie, acceptée et donc juste. Une petite question sur la santé. Il y aurait beaucoup à dire là encore, mais hier, la Première ministre a qualifié la grève des médecins libéraux, qui a commencé pendant les fêtes et qui se poursuit cette semaine, d'irresponsable. Elle a dit que c'est vraiment pas responsable, le terme exact. C'est vraiment pas responsable de la part d'une Première ministre de dire cela. Pourquoi? Tout simplement parce que les médecins libéraux, aujourd'hui, poser les hospitaliers qui font un travail extraordinaire aux libéraux. Ce ne sont pas les libéraux qui sont responsables de la pénurie de médicaments que nous avons connue pendant les fêtes. Est-ce que ce ne sont pas les politiques qui sont responsables de la situation dans les hôpitaux? Il y a eu, entre 2003 et 2017, donc notamment quand vous étiez au pouvoir, 69 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés. Alors vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a aussi passé beaucoup à l'hospitalisation à domicile. Et si mon bilan
avait été à remettre en cause, pourquoi il aurait fallu attendre 10 ans ? J'ai quitté mes fonctions en 2012. Je ne dis pas que vous, hein, mais aussi vous, c'est dans la période. Je vous le dis, quand il y a eu des changements d'organisation de l'hôpital, c'est parce qu'on a eu l'hospitalisation à domicile. Et si je ne me trompe pas, j'ai mis aussi en place des plans sur les urgences. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'on est un pays dans lequel les services publics tiennent les Français entre eux. Les Français qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien, où qu'ils habitent. Et on a besoin aujourd'hui de rebâtir ces services publics. Mais ce n'est pas en pointant du doigt, notamment les libéraux. Vous savez, j'ai 4 enfants, j'en ai 3 qui, pendant les fêtes, ont été confrontés aux problèmes, comme tout le monde, angine, grippe, laryngite. Il n'y a qu'avant-hier que j'ai pu avoir une ordonnance délivrée complètement par le pharmacien. Ça fait des mois et des mois que les spécialistes pointent ça du doigt. C'est un sujet qu'on abordera demain avec le ministre de la Santé. Pourquoi, encore une fois, le gouvernement n'a pas pris la mesure ? Ce dont nous avons besoin, c'est d'anticipation au maximum par ceux qui nous dirigent et surtout qu'ils écoutent quand on dit qu'il y a des problèmes. Vous voyez, voilà quelques semaines, j'avais indiqué notamment qu'il y avait d'ores et déjà des risques de pénurie sur les carburants. Il a fallu attendre des jours et des jours pour qu'ils prennent la mesure et qu'ils réagissent. On entend que vous demandez à être mieux écouté, Xavier Bertrand. Anticiper, c'est la clé. Dernière question. On n'est pas loin ici de la rue de Vaugirard, c'est le siège des Républicains. Vous allez passer embrasser Éric Ciotti en sortant là ou vous repartez dans le Nord direct ? Je repars dans les Hauts-de-France directement et je vois avec votre sourire malicieux que vous avez peut-être des idées en tête. Non, je veux savoir si votre avenir, même sur le plateau, votre avenir politique est encore chez les LR. Je resterai chez les LR. Je ferai tout pour que ça redevienne un mouvement politique central, pas marginal, central. Mais c'est au travers aussi de mon mouvement Nous France que je continuerai à être force de proposition et essayer d'aider les Français là où je suis. Et vous restez chez LR ? Je vous l'ai dit. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. Merci de votre invitation.